Flos Carmeli vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux et celles que je n'ai pas salués tout à l'heure parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Donc, ce soir, c'est moi qui vais vous parler, Madame de la Chanonie étant occupée, ne pouvant pas assurer l'exposé de ce soir. Donc, je lui ai proposé de la remplacer pour donner quelques aperçus, si vous voulez, pratiques des applications de tout ce qu'elle nous a enseigné jusqu'ici. Alors, évidemment, je m'empresse de commencer par dire que j'adhère évidemment à tout ce qu'a exposé Madame la Chanonie. À la fin de ces exposés, quand je dis que j'ai rien à ajouter, c'est parce que je suis d'accord sur tout et que c'est pas une formule de politesse, c'est une conviction profonde. Et d'ailleurs, je vais vous en donner la preuve ce soir, puisque donc je vais un peu reprendre ces principes pour faire mes propres commentaires, mais qui iront exactement dans le même sens qu'elle. Alors, je voudrais répondre déjà à une objection que je comprends tout à fait et qui est une bonne objection. C'est pas parce que on émet des réserves ou on a un avis différent. Dans ces choses-là, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. On est dans l'action concrète. Et l'action concrète, eh bien, c'est très délicat. Parfois, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de solution miracle universelle. Donc ça, c'est déjà un premier point. Simplement, justement, moi, je veux apporter, si vous voulez, un complément afin de renforcer les propos et, je dirais, la fermeté de Madame la Chanonie. Effectivement, cela peut paraître à certains, ou surtout à certaines, trop dur. Il dit que c'est une objection que beaucoup lui font, qu'elle est trop dure. Et effectivement, si vous appliquez sans autres procédés ce que dit Madame la Chanonie à tous vos enfants, avec une rigidité parfaite, j'allais dire. Alors oui, c'est trop dur. Oui, vous allez faire des catastrophes. On est bien d'accord. Pour que les principes, pour que les conseils de Madame la Chanonie soient compris, bien reçus et portent du fruit. Alors, elle l'avait dit au tout début, mais je reviens sur ce qu'elle a dit. Il faut absolument... Elle l'a dit en passant très rapidement. Moi, j'insiste beaucoup sur l'importance des langages de l'amour. Il faut que les réservoirs d'amour, comme dit l'auteur Chapman, les réservoirs d'amour soient pleins à craquer. Que chaque enfant se sache vraiment aimer de ses parents. Donc, les parents parlent bien leur langage d'amour. Ça, c'est absolument fondamental, vital
C'est justement ce qui ne se faisait pas dans l'éducation du passé, qui avait ces bons principes, qui appliquait ces bons principes, mais sans tenir compte des langages de l'amour. Et c'est pour ça que dans beaucoup de familles, eh bien, il y a eu de la casse, parce que pour certains, ça se passait bien, et pour les autres, c'était une catastrophe. Oui. Alors, même si le bon Dieu et la Sainte Vierge pouvaient récupérer les choses des années après, si vous voulez, malgré tout, le mal a été fait. Et les blessures, on les porte toute sa vie, ensuite. Donc, il faut que notre génération de jeunes parents, c'est-à-dire votre génération, c'est plus la mienne, votre génération de jeunes parents, soit la génération du Sacré-Cœur. Oui. Ce n'est pas la peine d'attendre passivement sans rien changer que le Sacré-Cœur arrive. Non, le Sacré-Cœur, c'est vous qui commencez à le faire régner dans votre famille sur vos enfants. C'est ça, l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus, c'est pas un bout de papier qu'on accroche au mur. L'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus dans la famille, c'est justement tout ce que nous entendons depuis des semaines et des mois maintenant, par ces conseils de Madame Chadoni, sur la base des langages de l'amour de Harry Chapman. Oui. Et s'il y a cet amour très fort entre l'enfant et ses parents, qui va jusqu'à une certaine complicité, vous voyez, une complicité dans les jeux, une complicité dans les devoirs, dans les leçons à apprendre, etc., eh bien, vous pouvez ensuite vous permettre d'avoir la sévérité et la fermeté dont parle Madame la Chanoine. Ça passera sans problème. Et ça ne cassera rien du tout. Oui. Bon. Ceci étant dit, je voudrais parler maintenant, en deuxième point, des attitudes, des langages et des sanctions. C'est un petit peu si vous voulez, les trois axes qu'elle nous a développés ces semaines passées, adaptés à chaque âge. Elle a bien, justement, séparé les différentes étapes de l'éducation. Je ne reviens pas là-dessus, je situe mon propos par rapport à ce qu'elle a dit dans ses exposés. Alors, ce que je vais dire maintenant, attention, prenez-le bien, ce n'est pas une critique, même si ça en a l'air. Mais je sais très bien que c'est difficile et qu'on n'arrive pas du premier coup à faire juste. Donc, c'est juste que mon propos a pour objet d'essayer de vous aider, vous voyez, à être vigilant, à faire votre examen de conscience sur ces sujets-là. Parce que l'éducation, c'est votre devoir d'État aujourd'hui. Vous qui avez des petits-enfants, vous voyez, vous devez vous examiner sur votre attitude, l'attitude que vous avez eue vis-à-vis de vos enfants dans la journée. Est-ce que j'étais suffisamment ferme, ou est-ce que j'étais trop dur, ou est-ce que je me suis laissé aller à la colère, etc. Vous voyez, ces questions toutes simples, mais qui vous permettront justement d'essayer de régler votre attitude. Et évidemment, il y a des jours où vous n'aurez pas la bonne attitude. C'est pas le souci. Simplement, j'attire votre attention ce soir sur des petits détails ou sur des petits déréglages qui demandent juste un effort de votre part. Voilà, c'est tout. Mais que tout le monde voit. Tout le monde voit pourquoi je dis ça. Alors là, je m'adresse, si vous voulez, spécialement aux fidèles de ma chapelle et de l'école Saint-Expédite, mais j'ai eu des échos de personnes. Donc, ce que je vais vous dire, c'est l'observation de grands-parents. Alors, c'est vrai, chez nous, elle s'appelle Saint-Antoine, mais j'ai exactement les mêmes réflexions, les mêmes analyses dans d'autres chapelles qui sont dans la France entière, que ce soit dans l'Est ou à Paris, etc. Donc, si vous voulez, j'ai les mêmes retours.
Donc ce n'est pas vous qui êtes visé spécialement, particulièrement et pas les autres, non. Tous les jeunes parents de toutes nos chapelles ont les mêmes problèmes que vous. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de particulier, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, l'air du temps. Si vous voulez, on est dans un contexte difficile parce que nous ne respirons pas l'équilibre de la vertu catholique. Nous serions, en temps de chrétienté, nous serions entourés de familles équilibrées, vertueuses. Nous serions entourés d'un clergé séculier, d'un clergé régulier, de moines, de religieuses, avec des couvents partout, qui nous donnent les exemples de vie vertueuse, et certainement de sainteté dans beaucoup de cas. Eh bien, nous serions tous portés, ça serait beaucoup plus facile pour les parents, voyez, d'avoir ce calme, cette vertu, cet équilibre, etc. Ce n'est pas du tout notre situation. Donc, je comprends tout à fait que ce soit difficile. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation difficile et que c'est difficile pour vous qu'il ne faut pas justement essayer de redoubler d'efforts pour faire les choses bien. Alors, la première étape qui est vraiment très importante, non, elle n'est pas importante. Pardonnez-moi. Elle n'est pas importante. Elle est juste vitale. Oui. C'est-à-dire que si vous loupez la première étape, qui est de 0 à 7 ans, vous avez tout manqué. Comme dirait le père Caillon, à 7 ans, un enfant est achevé d'imprimer. Donc, ce qui n'a pas été fait jusqu'à 7 ans ne sera jamais fait, ou avec beaucoup de difficultés, et sera toujours fait moins bien que des enfants qui ont tout reçu avant 7 ans. Donc, je ne veux pas non plus vous mettre une pression terrible sur les épaules. Attention, vous êtes responsable jusqu'à 7 ans. Bon, on se calme, on reste détendu. Hein, ça ne sert à rien de se crisper ou de se terroriser ou de se mettre des pressions pas possibles. Il faut juste avoir conscience qu'il est fondamental de faire de son mieux, de faire tout ce que l'on peut pour faire le mieux possible, spécialement jusqu'à 7 ans. Parce que jusqu'à 7 ans, l'enfant ne jouit pas de l'âge de raison. Donc, il n'a pas la maîtrise de son cerveau. Il n'a pas la maîtrise de ses émotions. Il contrôle très peu de choses. Donc, c'est des pleurs, c'est des cris pour un rien. Il est submergé par ses émotions. Donc, c'est pas lui qui va pouvoir décider quoi que ce soit. Alors, je sais que vous êtes tous d'accord sur la théorie. Mais quand on entend certains parents qui demandent à leur enfant de 3, 4, 5 ans « Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Qu'est-ce que tu veux choisir, mon petit ?» Non mais on croit rêver, quoi. Je veux dire, les grands-parents, ils sautent au plafond, quoi, quand ils entendent ça. Vous comprenez? Et c'est normal. Il faut que vous compreniez qu'un enfant, jusqu'à 7 ans, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'explication. Il n'est pas capable de les comprendre. Alors, cessez vos explications. Il n'a pas le cerveau développé de l'âge de raison. Alors, ne lui demandez pas de choisir quoi que ce soit. Ne lui demandez pas de faire des choix qu'il est incapable de faire. Les choix qu'il fera seront nécessairement déraisonnables puisqu'il n'a pas l'âge de raison. C'est pas difficile à comprendre, ça. Et je sais que vous le comprenez. Alors pourquoi, après, demander à vos enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Non. Tu prends ça. Tu fais ça. Tu manges ça. Et tu discutes pas. Je veux pas.
Tu veux pas, très bien, ben, tu vas te coucher, t'as pas mangé. Tant que tu mangeras pas ça, t'auras pas à manger. Tu redescends demain matin, t'auras ça à manger au petit déjeuner. C'est comme ça que faisaient nos anciens. Oui. C'est comme ça qu'on éduque des tout petits. Oui. C'est pas, oh mon pauvre chéri, tu n'aimes pas ça, alors on enlève. Mais ça, c'est une catastrophe. Ça, le problème des parents qui font comme ça, c'est qu'ils sont en train de détruire complètement le caractère de leurs enfants, qui vont devenir des capricieux, qui vont devenir des prétentieux, qui vont devenir des orgueilleux. Vous voyez ? Qui ne voudront plus obéir sans discuter, sans arrêt. Alors, déjà que quand on les éduque comme ça à l'adolescence, c'est la bagarre, mais alors vous imaginez, si on les habitue dès la petite enfance à tout discuter ou à choisir ou à donner leur avis, parce que leur demander de choisir, c'est leur demander de donner leur avis, je suis désolé, jusqu'à 7 ans, ils ne donnent jamais leur avis. On se fiche de leur avis. Ils font ce que papa ou maman a dit, point, sans discuter. Si vous voulez une image actuelle, les parents avec les enfants de 0 à 7 ans, c'est 49-3. Ça vous parle, ça? Il n'y a pas de discussion, on passe en force. Et tu te tais. Surtout, tu te tais. Voilà. Si vous voulez, c'est la période de dressage, entre guillemets. Pourquoi j'emploie à raison et à dessein cette expression de dressage. Exactement comme les petits chiens. Mais maintenant, vous voyez, le monde est tellement devenu débile que pour les petits chiens, on n'a plus le droit de parler de dressage. On parle d'éducation canine, s'il vous plaît. Bon, bref. Non, c'est du dressage. Assis. Et il doit s'asseoir tout de suite. Mais quand le chien s'assoit, on lui donne une récompense. Mais c'est vrai du chien, c'est vrai du cheval. Hein. J'avais regardé un documentaire sur les chevaux du Puy du Fou. Hein, vous savez, les chevaux qui sont dans le cirque romain, là, qui tirent les chars, etc. Donc, le reportage montrait comment les éleveurs arrivaient à leur faire faire tous ces exercices, absolument ces prouesses. Hein, pour des animaux, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais dès qu'ils réussissent à faire quelque chose, il y a la récompense. Alors, pour le cheval, on lui donne de l'avoine. Pour le chien, l'éducateur vous dira toujours, vous lui donnez 1 ou 2 croquettes en récompense. Oui. Donc, c'est pareil avec l'enfant. Il ne faut pas uniquement gronder l'enfant quand il fait mal et après ne rien dire quand il fait bien. Quand on exige une obéissance sans discussion, comme je viens de vous l'exposer, eh bien, quand l'enfant obéit, on le récompense. Alors, on lui donne pas forcément un bonbon, je sais, c'est mauvais pour les dents, etc. Il faut trouver quelque chose, n'importe quoi, une petite voiture, un petit soldat, vous trouvez, mais vous le récompensez. Quand il a bien obéi, vous voyez, qu'il y ait cette joie, cette reconnaissance du fait qu'il vous a obéi sans discuter et aussitôt. Voilà. C'est très important. Et c'est exactement, pourquoi c'est exactement comme le chien ou le cheval? Parce que l'enfant, n'ayant pas l'âge de raison, effectivement, vit au niveau de ses désirs animaux. Alors j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, mais ça c'est la réalité. C'est la réalité que a toujours enseigné, justement, les sages réalistes de l'Antiquité, à commencer par Aristote, et qui a été repris exactement par saint Thomas d'Aquin, qui dit exactement la même chose qu'Aristote. L'homme est un animal rationnel, mais il ne naît pas animal rationnel. Il naît d'abord animal, dans un premier temps, tout en ayant, attention, tout en ayant l'intelligence, évidemment, mais qu'est-ce qui prime chez un tout petit? C'est son côté animal. Manger, dormir. Excusez-moi, c'est purement animal. Et après, quand il grandit, jouer, c'est purement animal. Les chiens, les petits chiens,
les petits chiots, les petits chats, tous les petits animaux ne pensent qu'à jouer, manger, dormir. Voilà. Ça, eh bien, les êtres humains n'échappent pas à cette règle qui est une règle animale. Et donc, il ne faut pas s'adresser à la raison de l'enfant qui n'existe pas encore en exercice. Elle n'est qu'en puissance, pour ceux qui aiment les termes philosophiques, elle n'est pas en acte. Donc, on ne s'adresse pas à l'intelligence de l'enfant. On s'adresse à sa sensibilité animale. Oui. Et donc, la punition, s'il y a sanction, s'il a fait une grosse bêtise, oui, la sanction, c'est pas de lui faire un sermon. Parce que ça, j'ai vu ça aussi. Heureusement, j'ai pas vu ça ici. J'ai vu ça il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans en arrière, des pères de famille qui faisaient un discours, un véritable sermon d'adultes à leurs enfants qui avaient fait une bêtise ou qui avaient totalement à côté de la plaque. Non, il faut faire mal. Alors, il ne s'agit pas de maltraiter, hein. Il ne s'agit pas de... Mais une petite fessée, lui faire sentir par la douleur qu'il a mal fait, qu'il ne faut pas recommencer. Et le ton, donc par les sens, donc il y a éventuellement, vous voyez, la petite tape, et le ton de la voix, oui, par les oreilles, et le regard, donc les yeux, les oreilles, oui, et la peau. C'est comme ça qu'on dresse un tout petit. Ce n'est pas en leur tenant des discours. Alors, concrètement, il faut être tyrannique. Oui, c'est pas être dur, c'est être tyrannique. Alors, comme souvent c'est une tendance chez les parents, surtout chez les pères, d'être tyrannique, bah faites-vous plaisir, hein. Allez-y. C'est le moment. Vous voyez, de 0 à 7 ans, lâchez-vous. Ça sera très bien reçu à condition, encore une fois, je le répète et je le redis, que à côté, le réservoir d'amour soit plein et que vous parliez le langage d'amour de l'enfant. Voilà. La tyrannie sera très très bien vécue parce qu'elle rassurera le petit. Vous voyez, ils aiment beaucoup les tyrans, les petits, que ce soit les profs à l'école, les institutrices ou les instituteurs à l'école, ou que ce soit les parents à la maison, ça les rassure, même si, évidemment, ça leur fait pas toujours plaisir. C'est pas pour ça qu'ils vont pas pleurer, etc. Mais au moins, ils vont être rassurés. Alors, utilisez cette autorité, ce 49.3, si vous voulez, pour leur apprendre la vie sociale. Vous voyez, bon, avec vous, il n'y a pas trop de soucis, hein. Ils vont vous dire bonjour le matin, ils vont venir vous dire bonsoir le soir, quoique, bon, il faut aussi se bagarrer, forcément, hein. Mais il faut aussi le faire, et d'être aussi strict qu'avec vous-même à la maison, il faut le faire avec les personnes à l'extérieur. Et ça, malheureusement, j'ai le regret de vous dire que vous manquez de fermeté, vous manquez de volonté pour imposer à vos enfants de dire bonjour, de dire au revoir, de dire merci, etc. Enfin, tout ce que vous leur imposez, vous, dans la politesse familiale, il faut aussi l'imposer aux personnes extérieures, à la chapelle, ou même dans les commerces. Bonjour madame, merci madame, au revoir madame, quand on va à la boulangerie, etc. Mais a fortiori quand on est à la messe. Vous voyez, surtout, et leur apprendre, et leur dire, surtout avec les personnes âgées, parce que les plaintes viennent particulièrement de là. Vous voyez, les personnes âgées vivent très mal que les enfants jouent autour d'elles sans jamais les saluer, sans rien leur dire, comme si elles n'existaient pas. Vous voyez,
Il faut leur apprendre à respecter les personnes âgées, hein, à leur dire bonjour, même tu les connais pas, mais c'est pas grave. Elle vient à la messe, tu la vois à la sortie de la messe, et ben tu dis bonjour madame. Et puis tu vas jouer avec les autres après. Voyez ? Donc ça, c'est le rôle des parents. Hein. C'est extrêmement important. Et je profite justement, pourquoi j'ai voulu vous parler ce soir, parce que j'ai pas voulu le dire en sermon devant les enfants. Là, je m'adresse uniquement aux adultes qui m'écoutent. Comme ça, vos enfants n'entendent pas. Mais au moins, je vous demande de faire un effort là-dessus. Vous voyez ? C'est vraiment important. Parce qu'autrefois, justement, on avait ce sens-là. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Et c'est pas parce qu'on est non unakum et qu'on est les meilleurs que, humainement parlant, on est les meilleurs. La preuve, c'est que si on néglige ce côté-là, eh bien, on devient pire que des païens qui apprennent à leurs enfants à être polis et à dire bonjour et au revoir, etc. Et s'il vous plaît à tout le monde, même aux gens qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Deuxième étape, de 7 à 15 ans. Alors là, c'est complètement différent parce que, évidemment, l'intelligence se développe, l'âge de raison arrive, et là, on ne peut plus se comporter comme des tyrans, comme on le faisait dans les âges précédents. Il faut être très progressif. Bon, alors après, en plus, il faut s'adapter aux enfants. Tous les enfants ne sont pas aussi rapides. Même dans une fratrie, vous en avez qui sont beaucoup plus lents, qui mûrissent moins vite. Vous en avez d'autres qui sont très rapides. Donc, bon, aux parents de savoir adapter à chacun, mais petit à petit, progressivement, il faut expliquer les choses, donner des explications, et là, plutôt de 7 à 10 ans, quand l'adolescence n'est pas encore là, vous voyez, et que ce que dit papa, c'est parole d'évangile, et ce que dit maman est aussi très important, et doit être, maman a dit, c'est tout, c'est comme ça, et les enfants ces petits-enfants sont convaincus, et si vous voulez, ils adhèrent joyeusement, encore, pour quelque temps, ça ne va pas durer, à ce que leur disent les parents. Donc, et là, il faut donner le maximum d'explications. Parce que les principes qui ont été imprimés par, la tyrannie, je n'ai pas peur du mot, par le dressage, vous voyez, vont pouvoir maintenant se développer par la raison. Et donc les explications, c'est, alors évidemment à leur niveau, hein, c'est pas des explications sur les grands principes de la vie, hein. C'est sur leur jeu, sur leur repas, etc. Leur montrer les conséquences de leur attitude, de leur choix, etc. Leur dire, bon, voilà, tu ne veux pas faire ça, qu'est-ce que ça va entraîner, hein? Prends conscience des conséquences que ça va avoir, parce que eux, d'eux-mêmes, ils ne vont pas y penser. Mais c'est justement toute la beauté des parents de pouvoir aider l'enfant à réfléchir rapidement. Qu'il y ait une communication entre les parents et les enfants ne veut pas dire qu'il doit y avoir débat. Alors ça aussi, c'est une grave erreur que de vouloir instaurer des débats. Il n'y a pas de débat. Et, bon, après 15 ans, éventuellement, quand ils ont suffisamment de culture, quand ils ont suffisamment de science, si vous voulez, bon, là, c'est différent. Mais je parle des tout jeunes, là, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans. Il n'y a pas de débat. Il faut de la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? Tu poses des questions. Tu me poses des questions. Tu veux savoir des choses. Pose des questions. Demande-moi des pourquoi ceci, pourquoi cela.
Et moi, je te réponds, mais il n'y a pas de débat, on n'est pas sur pied d'égalité. Il n'est pas question qu'un gamin de 11 ans ait un débat avec son père. Vous voyez, ça, c'est interdit. Parce que le débat met tout de suite les deux sur un pied d'égalité. Oui. Et dans l'éducation, c'est pas possible. Donc il faut toujours que l'enfant soit en mode réceptif. Ensuite, donc ça c'est pour l'oral, c'est pour les paroles. Maintenant pour les actes, pour les actions. C'est l'âge où, alors très progressivement, vous voyez, mais déjà, 8, 9, 10 ans, après, encore une fois, ça dépend des enfants, mais il faut peut-être plus aider les uns et plus laisser de liberté aux autres, mais de toute façon, il faut qu'ils commencent à faire l'apprentissage de l'exercice de leur liberté et surtout de commencer à avoir le sens des responsabilités. Alors, ça peut être la responsabilité du cirage des chaussures. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Il ne s'agit pas de leur donner des responsabilités incroyables. Des petites responsabilités dans la maison, des responsabilités sur le ménage, des responsabilités, vous voyez, voilà, ce qui est fait à l'école, hein, le tour de service, etc. C'est très bien. Donc ça, il faut le généraliser, autant que faire se peut, vous voyez, et donc sanctionner une fois que le travail est fait. Ça veut dire que pendant que le travail est fait, on laisse les enfants tranquilles. Oui, mais ça va être mal fait. Eh bien, ça sera mal fait. Quand l'action sera terminée, vous montrerez à l'enfant, t'as vu le résultat? Non mais, je t'ai laissé un quart d'heure, t'as vu le résultat? Et là, vous sanctionnez, vous faites refaire. Bon, très bien. Je sais pas moi, tu vas pas aller jouer dehors avec les autres. Puisque tu as mal fait ton travail, tu recommences tout. Tant que c'est pas bien fait, tu n'iras pas dehors avec les autres. Voilà, exemple. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien, mais il y a sanction. Mais la sanction, elle ne vient qu'une fois que le délai que vous avez donné est terminé. Pour lui dire, et vous lui montrez bien, je t'ai fait confiance. Je t'ai donné 10 minutes, j'ai pas regardé ce que tu faisais ou ce que tu faisais pas. Mais maintenant, tu me montres que tu n'as pas bien utilisé le temps que je t'ai donné. Donc tu vas refaire et je te redonne, je sais pas, moi je te redonne 5 minutes et je reviens dans 5 minutes. Je reste pas à regarder. Dans 5 minutes, quand je reviens, tu auras bien fait le travail. Vous voyez ? C'est comme cela que on éduque la responsabilité des enfants. Et quand les parents agissent comme ça, à cet âge-là, ensuite, quand l'enfant soit ira en apprentissage chez un professionnel, soit s'il fait des études supérieures, quand il sera dans son entreprise, il aura acquis très jeune le sens du travail bien fait, le sens des responsabilités, voyez, et il acceptera éventuellement la sanction sans dire « c'est pas juste, je fais grève !» Vous voyez, bon, je caricature, mais c'est ça le problème du monde moderne. Pourquoi les hommes sont des révolutionnaires, font grève tout le temps et sont tout le temps à réclamer, exiger et revendiquer? Parce qu'on les a habitués, petits, à ne pas subir la sanction de leur liberté et de leur responsabilité. Des petites responsabilités qu'on leur a données. Voilà. Il faut faire confiance, il faut progressivement faire confiance aux enfants, une confiance toute relative. Quand je dis qu'il faut s'éloigner pour laisser à l'enfant la responsabilité, ça ne veut pas dire ne pas garder un œil sur eux de loin.
voyez, je ne dis pas d'abandonner toute surveillance, on est bien d'accord. Donc cette confiance, elle est relative quand on est petit. Mais laisser aux enfants faire des bêtises, c'est très pédagogique. Et ensuite, leur faire porter la conséquence de leur bêtise en leur faisant réparer leur bêtise. Et la prochaine fois, tu feras plus attention. Mais les empêcher de faire des bêtises, c'est anti-pédagogique. Les empêcher de mal faire, c'est anti-pédagogique. Oui, mais je veux qu'ils fassent toujours bien. Oui, et bien ça, on y arrivera, mais au bout d'un certain temps. Il faut d'abord qu'ils comprennent, qu'ils fassent l'expérience de l'échec, qu'ils fassent l'expérience de se tromper, qu'ils fassent l'expérience de leurs erreurs et qu'ils en tirent les leçons. Oui. Parce que toute la vie, adulte, c'est ça. Ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont ceux qui ont fait beaucoup d'erreurs. Ce sont ceux qui se sont beaucoup trompés. Oui. Tous les grands magnats d'industrie qui ont réussi honnêtement, et pas par des pistons de la franc-maçonnerie, mais par leur travail et leur ingéniosité, ils vous diront tous, les bons élèves, les surdoués qui n'ont jamais fait de faute, qui n'ont jamais redoublé de classe, qui n'ont jamais fait d'erreur, parce qu'il y avait toujours papa, maman derrière pour les préserver de faire des erreurs, ces gens-là n'ont jamais rien donné d'intéressant. Ça fait des bons fonctionnaires, ça fait des bons exécutants qui font ce qu'on leur dit, mais c'est tout. Vous voyez, les ingénieurs, les chefs d'entreprise, plutôt que les ingénieurs, mais les entrepreneurs, les aventuriers, les chefs de guerre, qui ont du génie, sont tous des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Et qui ont tiré les leçons de leurs erreurs et de leurs échecs. Donc ça s'apprend tout petit. Vous voyez, ça s'apprend avec de la vaisselle. Vous voyez, ça commence par là. Il faut l'apprentissage progressif de l'autonomie. L'autonomie. Le but de l'éducation, c'est que l'enfant qui va devenir un adulte devienne un adulte autonome. Il n'y a plus besoin de papa, maman derrière. Il se débrouille tout seul. Parce qu'il y en a qui s'occupent de leurs enfants comme s'ils avaient 8 ans jusqu'à 30 ans. Parce que jusqu'à 30 ans, il n'est pas marié, il est à l'université, il est à la maison, il vient faire ses devoirs à la maison. Donc il faut qu'il y ait maman qui lui fasse ses petits plats. Vous voyez, c'est destructeur. On ne peut pas construire une société avec des mères pareilles. Ou des pères, pareil, qui font tout pour que ce petit chéri de 30 ans qui puisse aller à l'université avec une voiture qui fonctionne bien. Donc c'est papa qui va vérifier l'huile dans le moteur et qui va porter soit qui va réparer lui-même quand il y a des pannes, soit qui va porter la voiture au garage pour que le fiston il ait sa voiture à temps. Vous voyez, des choses comme ça. Alors je caricature, mais ça existe, des parents comme ça. C'est vraiment catastrophique. C'est complètement destructeur. Donc il faut, très jeune, vous voyez, apprendre l'autonomie. Pour que, arrivé à l'âge adulte, donc l'âge adulte, je rappelle, ce n'est pas 18 ans. L'âge adulte, ça a toujours été dans la société civile jusqu'en 75, et ça a toujours été de tout temps dans l'Église, jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église catholique, j'entends, 21 ans. 21 ans, c'est CDD. Je suis désolé que ça puisse choquer certains, mais ça montre bien qu'il y a un problème dans la conception de l'éducation. Si, à 25 ans, papa doit encore prendre en charge les enfants, ou que maman doit s'occuper de la valise de ses enfants, c'est juste pas possible, quoi. Ça veut dire que l'éducation elle est ratée. Excusez-moi. Et je ne voudrais pas que vous en soyez à constater dans 15-20 ans que vous avez raté l'éducation de vos enfants parce que vous en êtes toujours à faire la valise de la petite ou à faire la valise du petit parce qu'il va partir à l'université, vous voyez. C'est juste pas possible.
l'autonomie. Donc déjà, même à 17 ans, on ne s'occupe plus de ses affaires. Il doit se gérer tout seul. À 17 ans, il n'a pas besoin de maman pour aller acheter ses livres scolaires. Excusez-moi. On a sa liste, on est tout à fait capable d'aller dans les librairies pour avoir les livres scolaires, etc., etc. L'autonomie. Ensuite, de 15 à 20 ans, alors là, c'est les jeunes, enfin, c'est les ados, les très, très jeunes, oui, les jeunes adultes ne sont pas encore autonomes, mais c'est déjà dans leur tête des adultes, et il faut les traiter comme tels. Alors, ils doivent gérer, savoir gérer, ils doivent avoir appris dans les années précédentes à gérer leurs relations et leurs amitiés. Ça, c'est fondamental. Si vous voulez, la perte, vous entendez bien, alors sauf miracle, encore une fois, je veux dire, oui, mais moi, je me suis converti après. Oui, d'accord, très bien. Ça, je suis d'accord, le bon Dieu s'occupe de tout le monde et peut récupérer. Je ne parle pas des exceptions. Je vous parle de la règle d'une famille catholique. C'est de ça dont on parle. Donc, dans une famille catholique, les enfants doivent avoir appris, bien avant l'âge de 20 ans, à choisir bien leurs amis, à avoir des relations, et pas des amitiés, avec des personnes, ou avec des camarades, si vous voulez, avec qui ils sont obligés d'avoir des relations parce que on les croise à l'école, parce qu'on les croise au travail, parce que on les croise à l'entreprise si on est en apprentissage, etc. Donc tout ça, ça doit avoir été appris avant de vivre les situations. Vous voyez ? Parce qu'à cet âge-là, c'est fini. Le papa va pas intervenir chez le patron pour dire écoutez monsieur, là vous avez des employés, vous avez des apprentis qui font du mal à mon fils, donc là je viens, il faut faire quelque chose. Non, c'est pas possible. Le garçon, il règle ses problèmes tout seul. Et s'il faut qu'il se bagarre physiquement avec ses collègues parce qu'il y a des problèmes graves, il faut qu'il se défende et qu'il défende ses biens, ou qu'il défende son honneur, ou qu'il défende... c'est pas papa qui va venir casser la figure à l'apprenti ou aux collègues de travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment que l'autonomie soit de tous les aspects, y compris physiques. D'où l'importance aussi des sports de combat. C'est l'âge où on doit savoir se battre et se défendre et défendre sa famille. À cet âge-là aussi, donc, on doit avoir de la maturité. Alors, ce qu'on me dit aussi des adultes de différentes chapelles de France, pas de Bretagne nécessairement. J'ai des fidèles qui m'appellent de loin et qui Alors moi, je n'ai pas conscience. Je vous dis ce qu'on me dit, mais je ne l'ai pas vérifié personnellement, complètement, au degré où on me le dit. Mais on me dit que spécialement les jeunes hommes, vous voyez, de 25, 30 ans, 35 ans même, parfois, aujourd'hui, ne sont pas matures. Ils sont dans leur tête, ils ont 15 ans dans leur tête. Ils ont 35 ans dans leurs artères, mais ils ont 15 ans dans leur tête. Et ça, c'est dû justement à des problèmes d'éducation, parce que souvent, ces jeunes-là se sont convertis, ils viennent dans nos chapelles, et il y a des lacunes absolument abyssales. Et les lacunes, ce qui n'a pas été justement transmis par les parents très jeunes, fait que les adultes ont beaucoup de mal à mûrir. Vous voyez ? Donc tout ce que je vous ai dit là, jusqu'à ces deux dernières périodes là
7-15 ans et 15-20 ans est vraiment fondamental pour avoir de jeunes adultes capables de fonder une famille et d'être totalement autonomes et responsables. Oui. Alors quand je dis CDD, c'est-à-dire qu'à partir de 21 ans, tu te débrouilles, t'assumes, tu règles tes problèmes, tu cherches tes solutions, et c'est pas à papa et maman les trouver. D'accord. Mais ce n'est pas non plus de dire, maintenant, c'est pas un reniement. Attention, faut pas non plus tomber dans l'autre excès. Vous voyez ? Bien sûr que les parents ont un rôle très important par rapport aux petits-enfants, d'aider la maman quand elle accouche et pas seulement après l'accouchement, jouer, venir garder les petits-enfants, ça peut soulager les parents, jouer avec les petits-enfants, etc. Bien sûr qu'ils doivent être là, les grands-parents. Attention, on ne met pas les grands-parents à la porte définitivement. Mais les grands-parents n'ont plus, si vous voulez, à intervenir dans les choix, même dans la pédagogie ou dans l'éducation que leurs enfants donnent à leurs petits-enfants. Les grands-parents doivent rester en retrait. Hein, ça, c'est fondamental. Ils n'ont plus... Leur travail d'éducation est terminé. Eux, ils s'occupent des petits-enfants. Mais ils laissent les parents tranquilles. Oui. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour les grandes étapes de l'éducation. Et je veux reprendre maintenant les mêmes étapes, donc 0-7 ans, 7-15 ans et 15-20 ans, pour la vie spirituelle, la vie religieuse. Donc rapidement, de 0 à 7 ans, ce qui correspond à la tyrannie sur le plan humain, c'est la tyrannie sur le plan spirituel de la prière. Prière qui n'utilise absolument pas l'intelligence, puisque l'intelligence n'est pas développée. Encore une fois, ils n'ont pas l'âge de raison. Donc, on adapte les prières à leur âge. Par question, à mon avis, hein, ou alors on les met dans un coin, on les laisse tranquilles, mais quand on a 2-3 ans, il n'est pas question de leur faire réciter le chapelet complet. Vous voyez, à genoux, hein, les bras en croix, pourquoi pas, non, je blague, excusez-moi. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, quel que je vous salue Marie, embrassez le crucifix, vous voyez, donnez un baiser à Jésus. Voilà, c'est très bien pour les tout petits. Après, quand ils commencent à savoir parler, qu'ils peuvent dire leur dizaine, bon, là, on commence au minimum une dizaine, et puis assez rapidement, on augmente 2 dizaines, 3 dizaines, etc. Ça, d'accord. Oui. Mais, voilà, dizaine de chapelets, on récite le chapelet, point. On ne fait pas une méditation pour les enfants inférieurs à 7 ans. Ça n'a pas de sens. Attendez les enfants, nous allons méditer, nous allons fêter Noël, donc nous allons méditer le mystère de l'incarnation. Non, non, stop. Prière vocale. On récite des prières, on lit une prière, pas trop longue, pas 3 quarts d'heure de prière récitée non plus. Hein. Donc des prières assez courtes, mais avec beaucoup d'amour. Vous voyez, ce qu'on peut tout à fait transmettre aux tout petits, c'est d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup Jésus, d'aimer beaucoup, beaucoup la Sainte Vierge, d'aimer beaucoup Saint Joseph. Voilà, on leur fait un bisou sur la statue, sur l'image. Vous voyez, des choses comme ça, des choses simples, qui ne demandent pas aucune réflexion. Après, de 7 à 15 ans, puisque là, préparation à la première communion, 7 ans, préparation à la confession, donc à l'examen de conscience. Alors là, l'intelligence, elle commence à s'activer. Et chez certains enfants, d'ailleurs, ça arrive avant 7 ans. J'ai des cas concrets impressionnants. Donc, encore une fois, il faut s'adapter aux enfants. Mais autour de 7 ans, alors là, oui, on commence, puisqu'on commence à leur donner des explications sur le plan purement naturel, eh bien, il n'est pas question de faire des méditations encore, non, c'est trop tôt. Mais on va développer la piété personnelle. Vous voyez, avant, de 0 à 7 ans, on dit le chapelet en famille. Donc, tu dis une dizaine avec nous. Après, tu es libre.
mais tu dis ta dizaine. Voilà. Toi, enfin, un tel et un tel, ou une telle, vous allez dire 3 dizaines avec nous. Après, vous voyez, bon, vous répartissez vos prières vocales, voyez, mais vous les dites en commun. C'est les prières dites en commun. À partir de ces temps, il faut vraiment qu'ils commencent, alors, à leur niveau et à leur façon, à avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Parce qu'ils vont avoir un contact personnel avec Jésus au moment de la Sainte Communion, après la première communion. Et là, il faut vraiment qu'ils arrivent à se préparer. Hein, dans le catéchisme, avant la première communion, on va leur enseigner à préparer leur communion et après à faire leur action de grâce. Qu'est-ce que c'est que la préparation? Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? C'est une relation personnelle, cœur à cœur, avec Jésus qui est dans mon cœur. Vous voyez, et là, c'est l'âge où il faut développer cet amour personnel envers le Seigneur Jésus. Et ne pas se contenter juste de lire les prières après la communion, et puis on ferme son missel et c'est terminé. Non, il faut vraiment qu'il y ait une relation, c'est-à-dire un monologue, parce que évidemment Jésus ne répond pas, mais qu'il y ait une expression personnelle à Jésus qui leur parle de leurs soucis, des soucis qu'ils ont à la maison, des soucis qu'ils ont à l'école, voyez, de leurs prochains examens, de la prochaine interrogation, s'ils ont des problèmes avec l'institutrice ou avec la directrice, ou s'ils sont fâchés avec un frère, tout ça. Voilà, il faut leur apprendre à parler de tout ça avec le Seigneur Jésus. Hein. C'est vraiment très important. C'est la période de la croisade eucharistique. Vous voyez, 7 ans, 15 ans, le trésor, leur apprendre à faire les sacrifices. Ça, c'est ma preuve d'amour personnel envers Jésus, c'est que je vais faire les sacrifices. Et le tableau de la croisade eucharistique, voyez, est une aide extraordinaire pour les enfants. Tous ceux qui ont fait la croisade dans leur jeunesse vous le diront. C'est vraiment un moteur puissant pour l'apprentissage à la piété personnelle. Enfin, entre 15 et 20 ans, voyez, cette piété personnelle doit déboucher sur le prochain, l'amour du prochain, doit déboucher sur les autres. Avant 15 ans, on est en famille, on est plutôt, on est fragile, donc on se prépare, on se fortifie dans le cadre familial. Mais après 15 ans, il faut sortir de la famille, avoir un esprit missionnaire, oui, avoir le souci du salut des autres, du service des autres, de rendre service, non pas par des bonnes actions, par des béats, mais par l'exemple, de montrer l'exemple, prêcher par l'exemple, sans rien dire, mais ne pas avoir peur de se montrer chrétien quand il y a besoin, pas tout le temps et à contre-temps, mais quand on doit faire son devoir de chrétien, on fait son devoir de chrétien devant les autres. Oui, dimanche matin, je ne peux pas venir à la compétition, parce que dimanche matin, je vais à la messe. On ne raconte pas des mensonges en disant « Oh bah oui, je vais voir ma grand-mère dimanche, je ne peux pas venir à la compétition. » Non, ça c'est pas de l'apostolat, ça. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de prêcher aux autres, il ne s'agit pas de faire de la morale aux autres. Vous voyez, faire la morale, c'est dire « Comment, tu vas pas à la messe, toi, le dimanche? Mais tu sais que c'est très grave, c'est un péché grave, etc. » Non, évidemment, il est hors de question de dire ça. Et par contre, on ne cache pas le fait que dimanche matin, moi, je vais à la messe avec mes parents. C'est comme ça. Ils peuvent rigoler, ils peuvent ricaner, ils peuvent se moquer de nous. C'est pas grave. On a témoigné. Vous voyez, ce juste milieu de l'apostolat missionnaire. Et aussi par les pratiques des bonnes œuvres de miséricorde avec les pas.
pas avec les parents, avec des parents. Parce que les parents ne peuvent pas tout assumer tout seuls. Hein. Il faut s'entraider, et il faut que ce soit des parents qui prennent en charge, voyez, les jeunes pour une action particulière de miséricorde. Alors, ça peut être aller donner un coup de main à la banque alimentaire, ça peut être aller donner la soupe aux SDF, ou faire des maraudes, vous voyez, des choses comme ça, hein, même avec la Croix-Rouge, ou des... Donner aux jeunes le sens de la générosité, d'aider les autres, vous voyez, ce sens de la chevalerie, c'est très important, l'esprit chevaleresque, qui est enseigné aussi au niveau de la croisade, par le degré au-dessus des croisés, ce sont les conquérants et les conquérantes. Parce que les conquérants pour les garçons et conquérantes pour les filles. Vous voyez, les conquérantes de la croisade de Jésus Eucharistie, c'est de faire les bonnes œuvres de miséricorde. Alors, bon, je vous ai parlé là des choses matérielles, corporelles, d'aller donner à manger aux SDF, ou, etc., distribuer la nourriture à la banque alimentaire, mais ça peut être plein d'autres choses. D'aller dans des EHPAD pour faire un spectacle, d'une scénette ou des chants même, chanter. Les personnes âgées sont très touchées quand des jeunes viennent chanter pour eux. Vous voyez, des choses comme ça. Et en tant que laïc, bon, avec des religieux, c'est pas possible. Hein, on a essayé, les EHPAD, ils n'acceptent pas. Mais il y a que des laïcs, que des enfants entourés de parents, ça peut très bien fonctionner. Voyez, et on n'est pas obligé de chanter des chants pieux, on peut chanter des chants traditionnels, des chants édifiants, je veux dire, on n'est pas obligé de chanter des cantiques, mais vous avez des chants traditionnels qui parlent de la charité, de Jésus s'habille en pauvre, des choses comme ça, c'est magnifique. Et pour des personnes âgées, vous voyez, ça leur parle, ça parle de l'ancien temps. Voilà. Bon, ce sont juste quelques petites idées que j'ai recueillies comme ça. Bah, vous voyez, il est 10 heures, je ne pensais pas parler autant. Donc, il faut que je m'arrête. Moi qui avais dit que ça serait très court. Et ben voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens concilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beati